Bonjour, voici déjà la deuxième vidéo demandée par des abonnés. C'est vraiment très agréable de voir votre enthousiasme et votre intérêt et de vous faire plaisir. C'est moi le gars qui se lit LeBron James alors qu'il a 2 abonnés. Sans... D'ailleurs, merci à vous. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes autant à vous intéresser à un domaine relativement de niche. Excusez-moi, 100 abonnés. Fais attention, Squeezie, nous arrivons. T'es une ordure, tu le sais ça. Ouais, ça m'empêche de dormir la nuit. J'ai tenté de résumer le plus possible les choses importantes à connaître afin de bien réaliser un design d'application ou de site web. Je suis arrivé à concentrer cela sur 3 règles primordiales. Ah oui, il y a encore une autre raison à cette vidéo, mais on en parlera plus tard, je vous invite à rester avec nous. Mais tu deviens comme ma parole. Une carte Google Play est cachée dans la vidéo. Ah, bref, comme je l'ai déjà dit, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est Wilson Milner, voler les idées d'un artiste, c'est du plagiat, voler les idées de plusieurs artistes, c'est de la recherche. Et même Picasso disait « Good artist copy, great artist steal ». Les bons artistes copient et les grands artistes volent. C'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Je précise. Ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ouais. Bon, Picasso n'a pas vraiment dit ça, ou en tous les cas, on n'est pas certain que ce soit lui qui l'ait dit. Mais c'est le concept qui est intéressant. Ça aurait été dit par Jean-Michel Citation, que ça vaudrait exactement la même chose. Oui, mais c'est plus facile quand t'es Picasso parce que tout le monde écoute ce que tu dis, alors que si tu t'appelles Jean-Mich, tout le monde s'en branle. Hein. Bien non, justement, cette phrase est tellement mal interprétée. Il y a carrément des mecs qui font des articles et des vidéos pour contredire cette phrase. D'ailleurs, c'est ça la raison supplémentaire qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Là, je suis tombé sur un article sur LinkedIn posté par un trou du dont je tairai le nom pour des raisons évidentes. Peur de lui ou bien? Il casse ta gueule, tu veux. Non, je vais juste pas lui faire de la pub qui crève dans sa médiocrité, ce type. Voici un extrait de l'article. Il titre « Les grands artistes copient, les mauvais artistes volent ». Or, la phrase originale est « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Il prétend que c'est un dicton surestimé sur la créativité. Il dit également que copier est un acte hésitant et médiocre. Mais t'es qui pour juger? Tous les artistes ont copié, reproduit ou même décalqué, c'est une manière d'apprendre. Il continue en disant « Vous acceptez que ce que vous faites est moralement ambigu. Vous prenez le travail de quelqu'un d'autre et en faites le vôtre. » Mais non, t'as juste pas compris le concept. Et il essaye d'en faire quelque chose de sexy pour qu'on lise son article en disant « C'est énigmatique, sa signification n'est pas claire, ce qui nous lance dans un voyage de découverte. » Mais si, c'est clair, faut juste avoir un deuxième neurone pour arriver à le comprendre. Ah, écoute-moi bien. On n'est pas monétisé, d'accord. Mais si tu veux qu'on soit à jour, il va falloir arrêter d'insulter la mère de tout le monde. L'idée derrière cette phrase, c'est que les bons artistes s'inspirent directement de leurs prédécesseurs, reproduisant des éléments ou des techniques. Tandis que les grands artistes intègrent directement ces éléments dans leurs œuvres de manière transformative, en faisant quelque chose de nouveau et distinct. Pour en revenir à la citation, l'autre trou de balle, il a été dire que c'était pas de Picasso, mais de Steve Jobs. Mais non, Jobs a cité cette phrase en l'attribuant, comme plein d'autres, à Picasso. Mais il ne l'a pas inventé. Enfin merde, renseigne-toi avant d'aller lire des trucs sur Internet. Surtout quand dans l'introduction de ton article, tu mets en garde les gens de ne pas croire tout ce qu'ils lisent sur Internet. T'es un vrai clown en fait. On pense, et c'est à prendre avec des circonflexes, que la citation d'origine viendrait d'un poète, T.S. Eliot. Et lui aurait dit « Les poètes immatures imitent. Les poètes matures volent. Les mauvais poètes dégradent ce qu'ils prennent. Les bons poètes en font quelque chose de mieux. Ou au moins, de différent. » On s'en fout, on a compris. Aïe. Bon, passons à nos règles. Règle numéro 1, less is more. Je vous ai déjà parlé de Dieter Rams. Il a dit, un bon design, c'est le minimum de design possible. Oh putain, c'est la phrase la plus intéressante que je t'ai dite depuis le début de la vidéo, c'est dingue. Ouais. Cette phrase résume parfaitement sa philosophie de minimalisme et de fonctionnalité dans le design. Elle inclut l'élimination du superflu. Un bon design ne doit pas ajouter d'éléments inutiles ou purement décoratifs. Tout ce qui est superflu distrait de la fonction essentielle de l'objet. Chaque détail doit avoir un but clair et améliorer l'expérience utilisateur. Le design doit être épuré pour rendre l'objet facile à comprendre, à utiliser et à apprécier. Il ne doit pas compliquer les choses, mais au contraire les simplifier. Dieter Rams croyait que la meilleure façon de concevoir un produit est de se concentrer sur sa fonction principale.
En réduisant le design au strict nécessaire, on obtient souvent un objet qui résiste mieux au temps. Les tendances éphémères et les ornements excessifs rendent un design rapidement obsolète. Le principe derrière les citations de Rams et Picasso, c'est d'aller piocher à gauche à droite tout ce qui se fait de bien et puis de les réinterpréter avec votre patte. Le problème que je remarque le plus souvent quand je donne cours, c'est que les apprenants, lorsqu'ils sont en train de créer leur design, se focalisent trop sur le design justement. Le design pour le design n'apporte rien. Dans le cas d'un site web ou d'une application web, la bonne approche est de définir en premier les fonctionnalités. Les questions que la plupart d'entre vous se posent ici sont à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que je vais mettre là, quel typo vais-je utiliser, quelle couleur vais-je utiliser, combien de colonnes je vais mettre pour cette section, les boutons seront-ils vides ou pleins, ronds ou carrés, etc. Oui. Ben, les deux d'entre vous qui suivent encore la vidéo se posent très certainement la question. Oh, un chat. Bref, toutes ces questions bloquent votre créativité et vous empêchent de vous focaliser sur l'important, le but de l'app, du site, de la section, du bouton et ainsi de suite. En partant de cela, le design sera plus simple et dans tous les sens du terme. Plus simple à l'idéation, mais aussi plus simple à designer et avec un design plus simple, moins lourd, plus direct, plus ciblé. Traduisez cela par trop de design tue le design et le désir d'utiliser votre application. C'est si facile à dire et tellement moins facile à faire. C'est un métier. L'approche de la règle numéro 1 est bénéfique pour tout le monde. Le client, le designer et les devs, et l'utilisateur. Plus facile à concevoir, plus facile à construire et plus facile à consommer. C'est la règle des 3 cons. Ah oui? T'as capté 3 cons. Hein, consulter, concevoir, machin. Hein? Tu arrête, elle était énorme. Mais elle était énorme, la vanne. Mais en fait, c'est que t'as pas compris. En fait, conseiller et concevoir. Passons à la règle numéro 2. Rassemblez et définissez. Dans cette vidéo sur le UX, j'ai mentionné la théorie de Gestalt. Je vais en partie la décrire ici, puisqu'elle est en lien direct avec cette deuxième règle. De façon claire et précise. Pour éviter que les gens ne se cassent après que t'aies dit 3 mots. Alors déjà, comme je l'ai déjà dit plein de fois, mon but est de faciliter la compréhension de tous ces termes qui semblent réservés à une élite, mais qui en fait sont accessibles. Et ensuite, je t'emmerde. Donc, en termes simples, il y a 2 points à cette deuxième règle, la similarité et la proximité. Le cerveau humain lie entre eux des éléments qui se ressemblent et les éléments qui sont dans un même groupe. Si des éléments se ressemblent, on va les associer entre eux. C'est la similarité. S'ils ne se ressemblent pas mais qui sont groupés entre eux, on va également les associer. C'est la proximité. Et bien évidemment, si des éléments semblables sont regroupés, là c'est le summum de la composition. Oh, vas-y, essaye de me captiver là. J'ai envie de mourir. La Gen Z, je suis en train de me battre pour vous là. Oh, écoutez-le, le preux chevalier. Bon, très bien. Simplification. Si des éléments ne se ressemblent pas, la condition pour les associer, c'est de les regrouper. Dans cette optique, et pour revenir à la théorie de Gestalt, notre cerveau perçoit d'abord le tout, puis le détail. S'il ne parvient pas à déterminer le tout, il ne parviendra pas à se concentrer sur le détail. La règle numéro 2 de similarité n'est pas uniquement une règle de composition, elle permet aussi une meilleure compréhension de l'information. Ouais, ça doit être ça, ouais. Règle numéro 3, la lisibilité est la clé. Tu fais quoi là? Hein? Qui, moi? Rien. Enfin, j'imite un grand homme. Enfin, un petit homme en l'occurrence. Tu l'as? C'est dingue comme plus tu vieillis, plus tu... Attention à ce que tu vas dire, j'ai encore plein de boîtes. Tu te bonifies avec le temps, hein? Comme le vin. Bien rattrapé. La règle numéro 3 me tient particulièrement à cœur parce que c'est la plus difficile à faire passer au client. Il s'agit des règles d'espacement et de la hiérarchisation des éléments. C'était pas la 2, ça? Oui et non. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'Atomic Design, mais la règle numéro 2 concerne l'ensemble de l'information, sa visualisation comme un tout, la vue macroscopique. Ici, avec la règle numéro 3, je me concentre sur des éléments plus petits. Prenons une carte d'information dans une section d'articles, par exemple. Si on se focalise dessus, qu'on zoome, elle devient maintenant l'entièreté de l'information. Et à son tour, elle doit être facilement scannable. On doit pouvoir appréhender son contenu en un clin d'œil. Et pour cela, il faut de l'espace entre les éléments.
et également les hiérarchiser. Les éléments doivent respirer et donc on va les espacer. Et souvent, c'est là que le client n'est pas d'accord, car il veut toujours avoir un maximum d'infos sur la plus petite surface possible. Ce qu'ils oublient, c'est que quand eux-mêmes vont chercher de l'information sur un site web, s'ils voient un truc comme ça, ils ne resteront pas, ils ne tenteront pas de déchiffrer l'information. Revenons-en à notre carte. Espaçons les éléments le plus possible sans que cela ne déroge à la règle numéro 2. C'est-à-dire que le cerveau continue à les associer. Si on les espace trop, le cerveau aura l'impression qu'ils n'ont pas de rapport entre eux. Mes rapports sont toujours impressionnants. T'en loupes pas une, toi. Quoi, c'est juste rapport? Tu peux compter sur moi. Tu veux du pain? Une fois que les rapports d'espacement vous conviennent, vous pouvez commencer à jouer sur la hiérarchie. Les éléments qui sont plus importants seront ceux que vous voudrez mettre en avant. Et ce n'est pas forcément ceux qui seront le plus haut dans la carte. Si vous avez 2 lignes de texte de même taille, vous pouvez en mettre une en gras ou mettre l'autre en gris. Plutôt que d'en mettre un beaucoup plus gros. Oui, tout à fait. Et ce grâce à la règle numéro 1. On détermine ce qui est important en fonction du but de l'élément, de ce que l'utilisateur va en faire, de ce qu'il a besoin comme info quand il regardera cette carte. Ah ouais, quand même. Mais dans le contexte, les informations de la 3e ligne ne sont pas primordiales et perturbent la lecture des autres informations. On va donc changer son importance dans la hiérarchie. Si vous n'êtes pas trop certain de vous, donnez un design de base à tous vos éléments et mettez en avant uniquement ceux qui doivent l'être. Donc, si vous êtes nul, globalement, bah faites rien. Encore une fois, c'est pas ce que j'ai dit. Je précise. La torgnole que je vais te préciser, elle va être fameuse. Je baise. Bah non, justement, c'est bien ça le malaise. Bon, voilà les 3 règles principales pour avoir un bon design. Ah, c'est tout. Couleur, agencement, contraste, rien à foutre, donc. Oui, car ces éléments-là sont subjectifs et peuvent varier en fonction de plein de facteurs. Alors que ce que j'ai évoqué ici est universel et n'est pas sujet à discussion. Je conçois que cette vidéo était assez condensée et contenait beaucoup d'informations malgré le fait qu'il n'y avait que 3 règles, mais il fallait selon moi que ces choses soient précisées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose. Quand je te dis que tout le monde s'en branle, même tes 2 viewers là, ils s'en branlent. Mais parle pas en même temps que moi, bon sang, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Tu peux pas un peu respecter ce que je fais?